cette question. Oui, parce que nos invités sont déjà là. Alors, je vais vous présenter Gérard Vespierre. Vous êtes analyste géopolitique, fondateur du média Le Monde Décrypte.com. C'est un média excellent qu'on ne peut que conseiller aux gens qui nous regardent. Le Monde Décrypté. Merci beaucoup, Jeanne. Général, soyez le bienvenu. Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po. Bienvenue à vous. Messieurs, je vous accueille aujourd'hui parce qu'on se pose la question de la trêve entre l'Ukraine et la Russie. Rien n'est sûr au moment où l'on se parle. Les tensions sont encore très importantes. Ce samedi, Volodymyr Zelensky a dit qu'il allait désigner une équipe de négociateurs pour possible pour parler de paix. Il dit aussi que Vladimir Poutine lui ment sur les conditions qu'il met pour une trêve. Vladimir Poutine n'en démord pas. Une trêve, pourquoi pas, mais à certaines conditions. Je vous propose qu'on voit ça déjà avec notre journaliste Erwan Droyak. Nous en parlons juste après, messieurs. Regardez ce sujet. Ils ont promis de faire pression sur la Russie. Aujourd'hui, à l'issue d'un sommet virtuel de plusieurs heures, les Européens, représentés par le Premier ministre britannique, annoncent vouloir renforcer leur soutien à l'Ukraine si un accord de paix était signé avec la Russie. Nous serons prêts à nous déployer en tant que coalition de volontaires en cas d'accord de paix, afin d'aider à sécuriser l'Ukraine sur terre, en mer et dans le ciel. Ce matin, une vingtaine de dirigeants européens se sont réunis, ainsi que des représentants de l'OTAN et de la Commission européenne. Objectif, faire pression sur Vladimir Poutine afin qu'il accepte la mise en place d'une trêve de 30 jours avec l'Ukraine. Il y a quelques jours, le chef du Kremlin avait posé ses conditions. Selon Emmanuel Macron, il faut continuer de négocier. La Russie ne donne pas l'impression de vouloir la paix, sincèrement. Le président Poutine veut tout obtenir, puis négocier. Si nous voulons la paix, il faut que la Russie réponde clairement et que la pression soit claire, en lien avec les États-Unis, pour obtenir un cessez-le-feu. Les responsables militaires des alliés de l'Ukraine se réuniront jeudi prochain pour une nouvelle réunion. De son côté, Volodymyr Zelensky a annoncé avoir désigné plusieurs représentants pour négocier un accord de paix. Messieurs, cette trêve, est-ce qu'on y croit encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie n'est jamais vraiment finie? Écoutez, je pense qu'on a une difficulté actuellement parce qu'il y a une demande ou une proposition de cessez-le-feu d'un camp et un cessez-le-feu, et je parle sous l'observation bienveillante du général Desportes, c'est une ligne de front, un timing, 1 heure, on arrête à un tel moment pour une telle durée, avec des observateurs définis, et éventuellement, 4e point, des échanges de prisonniers. Et à cette proposition de cessez-le-feu, la Russie a un discours différent. Au lieu de parler cessez-le-feu, elle parle de traité de paix, n'est-ce pas? Et donc là, le traité de paix, ça contient des territoires qui vont être définitivement alloués à l'un des belligérants, qui va être sous des régimes avec des contrôles différents, etc., etc. Donc, il y a eu une habileté dialectique russe de changer, d'avoir un discours inversé. Et de prendre l'ascendant? Non, c'est-à-dire on gagne du temps pour finir la poche de Koursk. Les Russes vont essayer de vider la poche de Koursk, de plus avoir... Une région russe très importante pour les Ukrainiens avec la seule parcelle de territoire russe occupée par les Ukrainiens. Mon général, pourquoi est-ce que le Kremlin joue la montre? Eh bien parce qu'il y a tout intérêt. Je rappelle qu'il n'y a que les Occidentaux, si j'intègre les États-Unis dans l'Occident, ce qui n'est pas absolument évident, mais il n'y a que nous qui parlons de cessez-le-feu. Lui, il n'a rien dit. Il a accepté du bout des lèvres sur ce cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, mais non. Mais non, parce que je pose des conditions qui sont irréalisables. Que demande-t-il exactement? Il demande exactement ce qu'il demandait avant de se lancer dans la guerre le 24 février 2022, c'est-à-dire tout ou partie d'Ukraine, partie ou tout l'Ukraine, l'Ukraine pas dans l'OTAN, une Ukraine démilitarisée, un Zelensky dehors, etc. Donc effectivement, il gagne du temps parce que lui-même, pour l'instant, ça ne durera peut-être pas éternellement, mais n'a pas intérêt à cette trêve. Il va... Je précise qu'il a d'ailleurs annoncé qu'il allait créer une grosse base militaire en Biélorussie, entre Minsk et Kiev, si vous voulez. Donc il se remet en plus dans la position militaire juste avant l'attaque du 24 février 2022. Donc ça ne laisse rien présager de très très bon? Mais ça ne laisse présager que du mauvais. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit rien n'est sûr. Moi, je dis, il faut surtout dire, rien n'est moins sûr, si vous voulez. Il n'a absolument pas intérêt.
Et je ne vois pas très bien, on verra quelles sont encore les cartes, selon son propre terme, de Trump pour l'obliger à effectivement un cessez-le-feu. Pour l'instant, on ne voit pas très bien. Il y a effectivement la poche de Koursk à nettoyer. Une fois qu'elle sera nettoyée, les troupes de Koursk vont se remettre dans le Donbass, la pression va augmenter et Poutine va continuer à avancer. Il l'a dit lui-même, le traité de paix ou le cessez-le-feu tiendra compte des positions sur le terrain. Eh bien, il les améliore à chaque instant. Il les améliore pour la Russie, parce que Oui, si bien sûr. Koursk retombe entre les mains des Russes, pour la négociation avec l'Ukraine, on n'est plus sur « je te donne, tu me donnes ». On va peut-être réexpliquer de quoi il s'agissait pour Koursk. Les Ukrainiens avaient fait une percée intéressante, importante dans cette région russe et pouvaient se servir de Koursk pour peut-être récupérer Une carte, exactement. une monnaie d'échange. Et donc ça, c'est effectivement l'opération qui a été menée le 6 août 2024, si ma mémoire est bonne, et qui a mené les Ukrainiens à contrôler à peu près 1000 km². Bon, pas très loin finalement de la frontière ukrainienne, 20-30 km maximum. Koursk était beaucoup plus loin, mais ça fait partie de la province du district de Koursk. Et on voit cette carte, effectivement. Voilà. Donc, voilà. Et donc, le territoire conquis était vraiment le long de la frontière ukrainienne. Et avec le temps, avec la pression militaire russe, avec la pression des Nord-Coréens, dont on ne parle plus, mais qui ont donné un petit coup de main pendant quelques temps. Donc, voilà, les bombardements, etc. Donc, ce territoire-là a été réduit à quelques 200-300 km². Donc, vous voyez, 20 km sur 10 km, c'est pas grand-chose. Mais Koursk, c'est important pour Vladimir Poutine. Il ne peut pas perdre Koursk. Il y a tout un symbole derrière. Et il y a une symbolique qu'on n'a pas vraiment remarquée. C'est les dernières images qui ont été communiquées par le Kremlin. Pour la première fois en 3 ans, vous voyez où je vais arriver. Absolument. Le président Poutine était habillé avec Militaire. une tenue verte, voilà, militaire. Alors, pas une tenue de combat, je pense une tenue de détente. Je ne sais pas si c'est le terme acceptable. Enfin, militaire en tout cas. Oui. Militaire en tout cas, voilà. Bien sûr. Et donc, ça donnait une symbolique, une image de volonté, effectivement, On le voit. de combattre. Alors là, il a effectivement une tenue imperméable d'extérieur, Et lorsqu'il mais enlève, après, il a voilà, la chemise il a une militaire, tenue on le voit, là. d'intérieur où on le voit très bien. Donc, il y a cette symbolique donnée à sa troupe, donnée à son pays. On va continuer de combattre encore, alors, quelques heures, quelques jours. Est-ce que les Ukrainiens vont décider de se replier en bon ordre ? À l'extrême, est-ce qu'ils vont décider de se battre jusqu'au dernier ? Ou bien une solution intermédiaire ? Mais en tout cas, on est proche quelques jours d'une solution sur cette poche ukrainienne ultime que les Ukrainiens ont perdu comme monnaie d'échange. Général Vincent Desportes, il y a aussi la question de l'ombre des États-Unis derrière cela, notamment autour de cette région de Koursk que nous évoquons ensemble depuis le début. Les mots du président Donald Trump, encore hier soir, il a donné une allocution télévisée aux alentours de 21h, heure française. Il y expliquait que la région de Koursk était encerclée par les Russes, que les Ukrainiens étaient en bien mauvaise position. Il exhortait dans cette prise de position Vladimir Poutine à ne pas faire de mal aux Ukrainiens et en quelque sorte aux Ukrainiens de baisser les armes. Aussitôt, cela a encore été une fois démenti par l'Ukraine. On a donc du mal à saisir ce qui se passe stratégiquement du côté de Koursk. Alors, stratégiquement, on le voit à peu près. On a bien vu, la manœuvre elle vient d'être décrite, mais tactiquement, effectivement, on ne le sait pas exactement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Trump, je crois qu'il ne mentait même pas, il ne savait pas. Vous savez, ce type-là ment par défaut parce qu'il ne sait pas quoi raconter, donc il raconte des sottises. C'est-à-dire, vous le savez bien, enfin, il transforme la vérité pour essayer de passer le message qu'il a envie de passer. Et le message, c'est les Ukrainiens, arrêtez de nous casser les pieds, baissez les armes, laissez faire M. Poutine avec moi-même et on verra après. C'est ça l'ombre des États-Unis. C'est pour ça que c'est une ombre qui est très dangereuse et c'est aujourd'hui, et je le regrette infiniment, et c'est bien pour ça que, par exemple, la réunion de Londres aujourd'hui est tout à fait importante. Il est absolument urgent que l'Europe se réveille. Elle a déjà commencé à le faire et c'est tout à fait formidable depuis une dizaine de jours. Et puis, elle soit de plus en plus à même, elle, d'aller projeter son ombre et de peser sur les transactions
en cours. Alors, vous l'avez évoqué, cette réunion de Londres, où 25 environ pays alliés étaient donc connectés, chacun dans leur pays, initiés donc par Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique. Il en ressort plusieurs choses. Il en ressort aussi la position française, la position de notre chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dit durant cette réunion qu'il faut augmenter la pression sur Moscou pour une paix durable. Si on déchiffre le message du chef de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut imaginer beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on augmente la pression? Il dit, si nous voulons la paix, il faut que la Russie réponde clairement et que la pression soit claire, en lien avec les États-Unis, pour obtenir ce cessez-le-feu. Alors, juste avant de répondre, j'aimerais revenir sur le calendrier. Ce qui est absolument frappant, c'est le rythme des réunions européennes, n'est-ce pas? On n'a jamais vu ça, même pendant le début de la guerre, on n'a jamais vu une réunion 2 fois dans la semaine des plus hautes autorités politiques et militaires. Il y avait, je crois, il y a 48 heures à Paris, la réunion de 27 chefs d'état-major. Absolument. Bon, ça, c'est énorme. Bon. Donc, vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience, une structuration européenne, militaire et politique, ce que l'on n'a jamais vu et qui résulte d'une pression à l'Est et d'une pression à l'Ouest. Bon. Et donc, je voudrais ajouter un point sur cette pression à l'Ouest. Je pense qu'il y a eu, comme vient de le dire le général Desportes, une inversion du discours de Trump. En mobilisant l'arrêt des armements vers Kiev, en mobilisant l'arrêt des renseignements stratégiques vers Kiev, il a voulu utiliser une arme stratégique dans le tactique. C'est-à-dire qu'il l'a retiré pendant 24 heures, pendant 48 heures. Mais le mal était fait. Puisque ce sont des paramètres stratégiques, la livraison d'armes, la livraison de renseignements, tous les alliés se sont dit, mais alors, les USA, les États-Unis ne sont plus fiables. Mais lui n'a pas eu, je pense, et partie de son entourage, cette conscience-là, n'est-ce pas? Il en a fait. Pensez sincèrement? Je le pense sincèrement. Pour lui, c'est une partie de cartes. Mais ça ne faisait pas partie des promesses de campagne qu'il avait mis sur la table pour être élu. Il faut arrêter les finances qui ne sont pas pour les Américains. L'OTAN, on en a marre de payer pour tout le monde. C'était des mots très forts qu'il avait utilisés. Oui, mais après, quand il est au pied du mur, il change complètement de discours. Il a eu un discours, je vais régler cette histoire ukrainienne en 24 heures. On est à 60 jours. Bon, donc voyez-vous, beaucoup de prudence. C'est vrai qu'on est loin des 24 heures. Voilà. Et donc, il y a sur le plan européen, maintenant, cette prise de conscience par cet écart tactique. Parce qu'il a remis l'armement, il a remis les renseignements. Mais le mal, si je peux dire, ou le bien, est fait, à savoir que effectivement, l'Europe a décidé de prendre militairement son sort en main, et donc vis-à-vis de la Russie, d'apparaître unie et de maintenir ce discours. Nous aurons des troupes en Ukraine, parce que vous, comme vient de le dire le général Desportes, vous avez des troupes en Biélorussie, un pays allié, vous êtes installés. Voilà. 2 choses. D'abord, Vladimir Poutine a répondu très clairement aux Européens, s'il y a un quelconque Européen pour maintenir la paix en Ukraine, cela signifiera que vous nous déclarez la guerre. Et seconde chose, les communications entre l'Europe et la Russie sont coupées. Il faut le reconnaître. La seule personne qui communique encore avec la Russie aujourd'hui, dans les alliés, entre guillemets, de Kiev, à considérer que les États-Unis soient encore un allié, c'est bien Donald Trump. Regardez ce que Donald Trump dit encore. Hier soir, il prend la parole, il dit « Nous traitons avec Vladimir Poutine. Comme vous le savez, nous avons un accord de cessez-le-feu avec le groupe ukrainien et nous essayons d'obtenir le même accord avec la Russie. Et je pense que jusqu'à présent, cela se passe bien. Nous en saurons un peu plus lundi et espérons que cela sera positif. Peut-on se passer de l'allié, permettez-moi de mettre encore une fois des guillemets, américain ?» Alors, peut-on s'en passer techniquement aujourd'hui? Et c'est effectivement très difficile, puisque dans beaucoup de domaines, notre propre défense, je pourrais les citer, du renseignement au feu dans la profondeur, aux communications, nous dépendons étroitement des Américains. D'où l'urgence absolue, si vous voulez, de nous mettre en ordre de marche. Alors, on ne peut pas techniquement se passer des Américains. Enfin, on n'arrivera pas à être vraiment autonome avant des années, mais en tout cas, il faut
commencer, évidemment, tout de suite. Alors, vous dites, oui, mais on n'a pas de canaux de communication. C'est vrai, mais on est, comme dirait Churchill, on est juste peut-être à la fin du début des choses. Il y aura encore beaucoup de temps, et quoi qu'il arrive, nous, Européens, nous ne pouvons évidemment pas supporter de voir un traité de paix en Europe, puisque l'Ukraine, c'est l'Europe, au moins géographique, sans que... Et historique. Et historique, d'ailleurs. Des princesses ukrainiennes ont été mariées à des princes français. Voilà, exactement. Les liens sont extrêmement forts. Nous ne pouvons pas être partie de la décision et nous ne pouvons pas ne pas être partie des solutions de la mise en œuvre. Et pour maintenir cette paix. Néanmoins, la réelle question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment, lorsqu'on écoute le chef de l'État qui explique qu'il faut mettre une pression sur la Russie pour qu'elle s'assoie à la table des négociations. Attention, les mots ont un sens. Il exprime bien que cela passera aussi par les États-Unis, parce qu'on a vraiment du mal à comprendre comment l'Europe pourrait mettre un quelconque coup de pression supplémentaire sur la Russie, si ce n'est que de geler encore des avoirs. Et on a vu ce que ça a donné. Ce n'est pas forcément une énorme réussite pour le moment, parce qu'on sait que ça prend du temps. On fait comment ? N'oublions pas nos forces. N'oublions pas nos forces. Il y a 145 millions de Russes, n'est-ce pas ? Oui. Il y a plus de Français et d'Allemands réunis que de Russes. Alors quand même. Alors si on met toute la population des 27, on est plus de 420 millions. Alors pourquoi 420 millions, que l'on m'explique, d'habitants, de citoyens libres et 3 à 4 fois plus riches que la Russie vont nous empêcher, ne vont pas avoir la capacité justement d'imposer leur point de vie. Raison gardée, il faut la raison garder. Bon. Donc je crois qu'on a des atouts économiques énormes. La Russie s'est privée de ses débouchés de matières premières vers un marché, le premier au monde, à savoir le marché européen. Ça leur coûte un taux d'intérêt de la Banque centrale russe à 21%. Ça leur coûte l'augmentation du prix du beurre, du pain, des œufs de 35 à 45% l'année dernière. Donc, voyez-vous, il y a des réalités aussi politiques. Il y a 6 mois, 50% des Russes interrogés par un institut intérieur voulaient la paix, souhaitaient l'arrêt de la guerre. Maintenant, c'est 60%. Alors, 90% soutiennent Poutine. C'est un peu la schizophrénie russe, comme on dit. Mais ça veut dire que dans l'esprit russe profond, il y a une lassitude psychologique, économique, humaine, 500 000 morts et blessés, autant de familles. Décimées. Autant de familles. Et souvenons-nous de l'histoire, la chute de l'URSS, c'est après la guerre d'Afghanistan, et après des surdépenses d'armement. Voyez le schéma. Vous avez fait un parallèle à l'instant entre la communauté russe et ce que pourrait ressembler à une communauté qui parlerait d'une même voix, considérant les 27 tous ensemble. Néanmoins, parle-t-on aujourd'hui d'une même voix ? On l'a encore vu lors de ce sommet exceptionnel de Londres. Il y a une voix qui n'est pas une voix dissidente, mais qui est une voix très claire et très sincère, c'est la voix de l'Italie. L'Italie, avec ce que l'on connaît de ses rapports et avec les Américains et avec la diplomatie en règle générale. Et lorsque Giorgia Meloni, la patronne de l'Italie, explique donc qu'il n'y aura pas un Italien militaire sur l'Ukraine pour maintenir la paix, c'est un signal fort également. Eh bien, on fera sans eux. Absolument. On fera sans eux. C'est ce qu'on a compris. Est-ce que vous avez vu que vous citiez à juste titre le nombre, vous mentionnez le nombre de réunions différentes. Vous avez vu qu'elles se sont toutes faites dans des formats différents, dans des lieux différents. C'est-à-dire que, en gros, les Européens ont compris que l'Union européenne à 27 avait été un rêve et que si on veut avancer davantage, il faut trouver d'autres façons de faire. Qu'est-ce qui s'est passé quand on voit les chefs d'état-major d'un côté se réunir ensemble de l'ordre de la trentaine, quand on voit les ministres avec M. Lecornu, les 5 ministres importants se réunir, on voit que finalement, on est en train de créer ce que les Américains appelleraient des coalitions de bonne volonté. Il faut qu'une partie de l'Europe avance. Eh bien, ceux qui ne veulent pas avancer avec nous, ils resteront derrière. Mais qu'est-ce que c'est Schengen ? Peut-on, mon général, laisser certains derrière ? C'est une réelle question. A-t-on les moyens aujourd'hui, stratégiques, militaires, financiers, de laisser certains derrière ? Oui, bien sûr. Parce que je crois que c'était le ministre Lecornu qui disait ça quand il y avait les 5 ministres de la Défense, il y a 3 jours rassemblés. Ils disaient, là, on est 5, il y en a 12 qui veulent nous rejoindre. Alors, ils ne seront pas nombreux, mais il y en a. Il y a un certain nombre la majorité, je pense, des pays ont bien compris.
que notre propre civilisation était menacée dans certains faits-là, notre façon de vivre, et que donc il fallait faire quelque chose. Madame Meloni, elle est déchirée parce que, paraît-il, elle aime bien M. Trump. Bon, très bien, mais elle sait quand même... Et Elon Musk aussi. Elon Musk aussi, mais elle sait très bien que son pays est fondamentalement européen, c'est même le cœur de l'Europe, donc elle reviendra. Et c'était très intéressant de voir à la réunion de Bruxelles, il y a maintenant une dizaine de jours, quand Orban a dit non, il a été mis de côté. La Hongrie. Oui, la Hongrie. Et l'Europe a continué à avancer. Ça va se passer comme ça. Il ne faut sûrement pas attendre que les chars russes soient à Berlin. À Paris, évidemment, c'est une image pour se dire on n'aurait pas dû tenir compte de l'opinion de la Hongrie, si vous voulez. On a des responsabilités, il faut avancer, on avance. Et Rome ne s'est pas fait en un jour, et la nouvelle Europe ne se fera pas en un jour, mais elle se fera. Oui, il y a un processus qui m'intéresse beaucoup et je vais vous le livrer. Si les Italiens ne sont pas là, les Australiens sont candidats. Les Australiens ont fourni des centaines de millions de dollars de matériel roulant, militaire, à l'Ukraine. Le Canada, idem. La Grande-Bretagne, idem. Donc nous voyons poindre là 3 pays du Commonwealth qui ont actuellement des difficultés avec les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, c'est loin d'être merveilleux, et puis l'Australie qui a été privée de ses sous-marins et qui ne voit pas très bien clair. Donc, voyez-vous, il y a une réunion symbolique qui s'est faite il y a quelque temps, c'est la visite de Zelensky au roi d'Angleterre. C'est-à-dire qu'au plus haut sommet du Commonwealth et de l'influence anglo-saxonne, il y a 3 pays qui se dégagent et qui sont prêts à nous appuyer. Et si on regardait un peu plus loin vers un accord particulier avec ces 3 leaders du Commonwealth, on s'ouvre une porte vers l'Amérique du Nord, une porte vers l'Asie, et on revient, on rapproche de nous la gentillale bleue. L'Asie, c'est intéressant, on arrive sur la fin de cet entretien. L'Asie, c'est intéressant parce que, bien évidemment, c'est aussi ce qui n'échappe pas à Donald Trump, ce qui peut l'embêter, ce qui permet de redistribuer les cartes. Est-ce que l'Europe a ici, permettez-moi d'utiliser ce terme un peu trivial, un coup de poker à jouer? Oui, écoutez, il y a un sondage qui vient d'être fait au Canada, alors que cette vision vespérienne folle n'a jamais été divulguée en dehors de ce plateau, à l'instant, un sondage qui parlait justement du rapprochement du Canada avec l'Union européenne. Et sans qu'il y ait eu d'agitation, d'images projetées, 40% des Canadiens y seraient favorables. Rapidement, 10 secondes. Le monde change et nous ne devons pas oublier concernant Trump qu'Hérodote nous disait « Le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure ». Trump l'a dépassé et je pense qu'il reviendra dans le bon sens et je l'espère très vivement. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné aujourd'hui pour y voir plus clair sur ce qui se passe du côté d'une potentielle trêve entre l'Ukraine et la Russie. On reste ensemble, vous restez avec nous. Bien sûr, nous y revenons dans un instant sur France Info. À tout de suite.